cap à l'est du département pour notre dernière émission de cette année 2021. Nous partons découvrir une commune située à une quinzaine de kilomètres de Saint-Dié-des-Vosges, dans la vallée du Rabodeau. Très marquée par l'industrie textile, la ville de Moyen-Moutier compte aujourd'hui près de 3200 habitants. Découverte du patrimoine avec Daniel Cacard qui nous partagera ses connaissances sur un monument d'importance, l'abbaye. En fin d'émission, immersion dans les caves d'affinage de la maison Laureau. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Jean Hirly, vous êtes maire de la commune depuis mai 2020. Pourquoi vous avez voulu être maire de Moyen-Moutier ? Un concours de circonstances. Je faisais partie du conseil municipal. Le maire en place ne souhaitait plus se représenter, m'a sollicité pour reprendre la suite. Et après réflexion et au vu de la qualité des sites qu'on a ici, des projets qu'on pouvait mener à bien, j'ai monté une équipe et on s'est lancé, on est sorti de la boîte et nous voilà. Moyen-Moutier, c'est une ville touristique, de par son abbaye notamment, mais pas que. Et voilà, il y a beaucoup d'attrait pour Moyen-Moutier. Effectivement, le phare, c'est l'abbaye. Le parc qui a été créé il y a 5 ans, qui est remarquable. Mais ce bijou se trouve dans un écrin de forêt qui est parsemé de rivières, de torrents, avec des sentiers de randonnée, des circuits VTT. Et on a effectivement tout un patrimoine bâti également à valoriser. Donc on a vraiment beaucoup de chance sur ce secteur-là. Alors beaucoup de chance du côté patrimoine, mais aussi beaucoup de chance du côté des associations, des commerces. Il y a de la vie à Moyen-Moutier. On a effectivement un centre-ville avec des commerces. On a également une zone artisanale et commerciale qui est très dynamique dans le voisinage immédiat du futur centre hospitalier intercommunal des 5 vallées. On a également une trentaine d'associations. On a un large éventail d'activités qui sont proposées et de manifestations. À l'approche des fêtes, il y a eu une opération en tout cas qui a favorisé le lien intergénérationnel dont on parle beaucoup. C'est ces sapins devant la mairie notamment. On a participé à l'opération initiée par l'association Mona Lisa et on a eu plusieurs dizaines de personnes qui spontanément ont décidé de tricoter, de crocheter des carrés de laine, et tous ces carrés mis ensemble ont permis de créer des sapins pour les fêtes de fin d'année, donc de la décoration originale qu'on a mis en place au centre-ville il y a quelques jours. Donc on peut dire qu'aujourd'hui ça va chez vous à Moyen-Moutier ? Ça va chez moi, oui. Ça va chez nous. Vous disiez un mot tout à l'heure sur l'hôpital qui devrait ouvrir en mars 2022. Effectivement, depuis 4 ans, les 16 bâtiments sont en construction sur une ancienne friche industrielle, une ancienne scierie, un site qui était pollué, qui a été dépollué et qui va accueillir donc à partir de mars 2022, dans les 288 chambres qui ont été créées, effectivement les résidents des hôpitaux, des EHPAD de Raon-l'Étape et de Senones. Donc les 2 établissements fusionnent pour créer donc à Moyen-Moutier ce nouvel établissement. Alors ça c'est un projet qui est fini, j'ai envie de dire. Oui. Il y a 2 autres en cours ou 2 autres qui vont arriver en tout cas. Parmi les nombreux projets, oui. Parmi les nombreux projets, bien sûr. Tout à fait. Un ou peut-être juste derrière vous, ce bâtiment, expliquez-nous. Oui, ces bâtiments qui sont derrière moi, qui sont les anciens bâtiments de l'abbaye, en fait, dans lesquels étaient accueillis les moines au XVIIIe siècle, et par la suite dans lesquels se trouvait donc l'industrie textile, qui aujourd'hui sont à l'abandon. Alors quelle affectation ? Ça, aujourd'hui, on ne le sait pas. J'ai rencontré 2 investisseurs dernièrement, mais la crise a mis un petit peu entre parenthèses ces projets. Mais avec le département, il y a un projet de montage de foncières de tourisme pour vendre et effectivement faire la promotion de ces bâtiments à un niveau un petit peu plus large que simplement le département, régional, national, pour justement montrer qu'ici, il y a des bâtiments de qualité et qu'on peut y créer un restaurant, des espaces d'accueil, un congrès, un palais. Enfin, on peut tout imaginer plein de choses. On peut tout imaginer sur différents plateaux. On a dans différentes ailes. On a beaucoup de possibilités. Et le deuxième projet qui est aussi conséquent en face. On a 1,5 hectare qui reste à urbaniser. On a quelques milliers de mètres carrés là où il faut recréer un nouveau quartier de centre-ville avec effectivement 3 secteurs à urbaniser sur lesquels on travaille avec l'architecte des bâtiments de France. Alors de l'habitat, quel type d'habitat, du particulier, du collectif, des seniors, des jeunes actifs. On en est encore au stade de la réflexion. Voilà, des lieux d'accueil plutôt du public. Donc on est en pleine réflexion. Et pour finir, un mot peut-être sur le lieu où nous sommes, devant cette exposition qui a bien fait parler d'elle. On est ici dans la cour nord de l'abbaye, avec effectivement des images de la guerre de 14. Ça aurait pu, mais c'est des images qui ont été réalisées par notre photographe maison Lionel Ledinet au cours du tournage du film Les Combattantes que TF1 a tourné ici. Des images à découvrir jusqu'à la fin du mois de décembre. Jusqu'au 31 décembre. Jean Hirly, merci pour votre accueil ici à Moyen-Moutier. Nous poursuivons notre découverte de la commune à quelques pas d'ici, direction l'abbaye. Fondé en 671 par saint Idulphe, le monastère du Milieu a abrité à plusieurs reprises l'élite savante de l'ordre des bénédictins. L'élégante simplicité de son église aux dimensions de cathédrale contraste avec un mobilier exceptionnel, notamment son orgue.
Daniel, merci de nous accueillir. Nous sommes devant l'église. Vous êtes le directeur artistique du Festival des abbayes de Lorraine dont on va parler un petit peu plus tard. Mais parlons peut-être d'abord de cette abbaye qu'on appelle donc le monastère du Milieu. Alors c'est un nom qui est donné, une appellation qui est donnée par rapport à son implantation. Expliquez-nous. Oui, parce qu'en fait l'ensemble est composé de 5 abbayes. Donc il y a Étival d'un côté, Senones de l'autre, quelque chose qui s'appelle Bonmoutier, plutôt vers Badonvillers, et puis Saint-Dié. Donc au départ, il y avait ces 4 abbayes, et puis les autorités religieuses de l'époque décident de construire un monastère au milieu, qui est donc celui-là pour donner de l'ordre à tout, et donc c'est ce fameux monastère du Milieu, Mediani Monasterium, le monastère du Milieu, donc Moyenmoutier. Alors on parle de cette abbaye comme le plus bel édifice baroque de Lorraine. Est-ce que c'est toujours le cas ? C'est toujours le cas, oui. Il y a relativement peu d'édifices baroques. Alors, on voit toujours les baroques allemands ou italiens extrêmement florissants avec plein de choses. Là, c'est beaucoup plus sobre. On est plutôt dans un baroque français tardif, mais ça reste un très bel édifice. Un édifice qui a été reconstruit. Oui, effectivement, oui, en miroir de l'ancienne abbaye qui se situait à l'arrière. Et effectivement, pour des raisons d'implantation, de prestige, on va reconstruire effectivement cette abbaye de l'autre côté, donc dans un style qui est relativement tardif. C'est vrai que généralement, les gens voient toujours les abbayes comme les monastères anciens du Moyen-Âge ou disons de l'époque plutôt romane. Là, on est vraiment sur un édifice tardif, donc du début du XVIIIe, qui ne sera pas complètement achevé puisque la Révolution va venir mettre fin à toute cette aventure religieuse. Il serait difficile de retracer toute l'histoire de cette abbaye en quelques minutes seulement, mais est-ce qu'il y a peut-être des éléments clés qui ont fait que cette abbaye est celle qu'elle est aujourd'hui ? Au-delà de toute son histoire, quasiment jusqu'au XVIIIe siècle, la Révolution va chasser les moines. L'église va rester église paroissiale, mais tous les bâtiments donc, qui sont annexés et qui représentent à peu près 8000 mètres carrés vont être très vite pris par les industriels qui vont trouver donc un espace très intéressant au milieu des villes, au milieu des bourgs. Donc les employés, etc. ne sont pas très loin. Et donc tous ces bâtiments que vous voyez là donc, vont devenir des bâtiments industriels avec des usines, notamment le textile, puisque les entreprises Boussac se sont installées juste à côté à Senones et ici en même temps. Et puis deuxième phase, le textile s'effondre. Et si vous voulez, tout cet espace que vous voyez là était couvert de bâtiments. Donc en fait, cette façade, on ne la connaissait pas. Et puis le PFL, donc une structure, va investir pour abattre tous ces bâtiments. Et autour des années 2010, donc cette grande façade va être dévoilée à la population qui ne l'avait jamais vue. Alors c'est une abbaye qui surprend aussi par sa conception et par ses dimensions. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait dans le petit. Ces abbayes, donc, quand même, qui sont des abbayes puissantes, il faut le savoir. Donc, cette vallée, sur 10 km, il y a 3 abbayes, notamment Étival, Moyenmoutier, Senones, ce qui est unique en Europe. Si proches. Et alors elles ont des dimensions importantes parce que ce sont des puissants qui sont là, ce sont des abbés qui viennent, qui généralement, on a Don Calmet, on a Don Bellhomme, on a voilà, beaucoup d'abbés puissants et donc qui amènent aussi donc, des réseaux, de l'argent. Et donc ces abbayes vont se développer. Puis on est ce qu'on appelle aux marges de la Lorraine, c'est-à-dire on est obligé de montrer aussi sa puissance donc, vis-à-vis du Saint-Empire germanique qui est tout de suite à côté. Et effectivement, donc, ça fait qu'on a des bâtiments et des lieux donc, qui sont larges, puissants et imposants. Majestueux, somptueux, c'est ce qu'on peut dire. Un lieu idéal donc pour implanter le Festival des abbayes. Voilà. Expliquez-nous comment il est né ce festival. Alors le Festival des abbayes est né avec l'Office de tourisme qui avait fait ce choix donc à l'époque de retravailler sur ces abbayes qui avaient été oubliées pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, disparition des lieux, oubli même de leur fonction première. Et une façon, si vous voulez, de mettre un coup de focus important sur ces lieux, c'était effectivement de faire de la musique. Alors, c'est pas très original, ça se fait un peu partout, mais avec une envie aussi d'avoir quelque chose de qualité, d'un niveau donc national et international. Et puis, ça a été, dès le premier concert, c'était un grand succès. Et donc après on a fait dans les 3 et puis aujourd'hui il y a une quinzaine de concerts donc, qui se situent essentiellement durant la période estivale. Durant la période estivale. Merci Daniel de nous avoir partagé un petit bout de l'histoire de ce monument emblématique ici à Moyenmoutier. Nous partons dans les caves d'affinage de la Maison Laureau. C'est en 1995 que Christelle et Cyril Laureau se sont installés en famille à Moyenmoutier où ils ont repris une fromagerie. Petit à petit, ils se sont lancés dans l'affinage afin de répondre eux-mêmes aux exigences qu'ils se sont fixées jusqu'à construire les caves, les fromages de l'abbaye qui font donc partie intégrante de la Maison Laureau qui est devenue une référence incontestée en France et en Europe. Christelle, merci de nous accueillir dans vos caves d'affinage. Alors comme je le disais en introduction, l'origine de la Maison Laureau, c'est une fromagerie ici à Moyenmoutier. Alors nous sommes d'abord installés à Nompatelise. On a repris une ancienne affaire, ça s'appelait la laiterie Jarret.
Et après, je dirais, l'agrandissement faisant, on a décidé de s'installer à Moyen-Moutier en 1995 où nous avons notre habitation. Et puis quelques années plus tard, eh bien, on a continué l'aventure et on a investi dans un des anciens bâtiments, je dirais, attachés à l'abbaye quelque part. Et c'est pour ça que les fromages s'appellent les fromages de l'abbaye. Vous n'avez cessé d'évoluer, plusieurs boutiques et une reconnaissance bien au-delà de la région Grand Est. L'évolution s'est faite vraiment rapidement parce que 1998, investissement dans la plus belle rue de Strasbourg. Ensuite, Grand Palier, Cyril devient meilleur ouvrier de France en 2007, donc une très belle reconnaissance. 2011, on voit bien l'explosion de notre affaire, il a fallu trouver des solutions. Ce n'est pas marqué que affineur pour faire joli sur la vitrine, il faut trouver vraiment un vrai outil de travail. Et là, on décide de continuer à investir à Moyen-Moutier. Donc, on a racheté les anciennes usines Boussac. Il faut dire que 2 meilleurs ouvriers de France dans la même famille, c'est plutôt rare. Je pense que d'ailleurs, ça ne doit pas exister. Donc, vous parlez de Cyril, qui est meilleur ouvrier de France il y a quelques années. Vous l'avez rejoint il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps, tout à fait, 2019. Avant, j'ai quand même fait 2 finales, 2011, 2015, parce qu'il faut quand même en parler, ça permet d'amener des paliers dans l'entreprise. Chez nous, on a toujours dit c'est une recherche et développement, que ce soit positif ou négatif, ça nous a toujours permis d'avancer, mais 2019, c'était une consécration. Nous sommes le seul couple fromager, mais pas le seul couple meilleur ouvrier de France. Tout à fait. Fromager, je pense qu'on va être un bon bout de temps tout seul. Alors le métier de fromager affineur, tout du moins comme vous, vous l'entendez, c'est aussi défendre des produits du terroir, un certain goût et surtout une qualité de produit. Alors c'est surtout une qualité. Alors nous ne sommes ni ayatollahs de l'industriel ou du fermier, ni du lait cru, ni du pasteurisé. Tout dépend, je dirais, le démarrage du produit, la manière dont il est fait et ensuite de la manière dont nous, on peut lui apporter cette finalité par rapport à l'affinage. C'est vraiment laisser le temps au temps pour que le produit soit le meilleur sur votre table. Alors l'affinage a un rôle très important, j'imagine, dans ce bon fromage. Le lieu d'affinage aussi peut-être ? Tout ça, c'est un rôle important, oui, parce que selon les saisons, selon les laits, selon les technologies, selon le chargement des caves aussi, à chaque fois c'est une remise en question. Là c'est très compliqué actuellement parce que les caves sont un petit peu plus chargées qu'à l'habitude. En période, j'imagine, en pleine effervescence, les périodes de fête, où on surconsomme le fromage peut-être. On ne surconsomme pas parce qu'on a l'impression que depuis 2020, ça ne s'est pas arrêté. Je dirais le fromage incroyable depuis 1 an et demi, c'est la raclette. Je crois que de notre carrière avec Cyril, en 32 ans, on n'a jamais vendu autant de raclettes. Et chez nous, on a quand même 25 raclettes, 25 sortes à disposition. Alors à quelques jours des fêtes de fin d'année, comment on compose un bon plateau de fromage ? Il y a des produits que je prône moins et qu'on a été obligé de s'adapter. Alors tout ce qui est à base de truffes, c'est vraiment indispensable. Puis après, il y a des belles pièces. Là, on va ouvrir des Beauforts d'alpage. On a les osseaux d'estive. On a des chèvres qui sont merveilleux. Beaucoup de transformations maison, comme je vous ai dit. Roquefort aussi, on arrive dans la pleine saison du Roquefort. Puis des petites pépites, le persillé de Termignon. Voilà, il y a des petites choses comme ça que l'on ouvre 3 semaines dans l'année pour vraiment faire plaisir à nos consommateurs. Et alors si on devait donner un conseil aux téléspectateurs, est-ce qu'il faut varier les fromages sur son plateau, j'imagine ? Alors tout dépend du nom parce que c'est encore une fois, on va passer un Noël un petit peu particulier. C'est vrai que si on est nombreux, presque 3-4 fromages, c'est presque bien parce qu'il y a tellement de choses à mettre dans le réfrigérateur à ces moments-là. Si on est un petit peu moins nombreux, on peut peut-être se faire plaisir, peut-être mettre 6-8 fromages. Alors si vous deviez en choisir un, ce serait lequel ? Le camembert de Normandie, on ne se refait pas. C'est le seul fromage qu'on a doublé dans la maison. Il y a le camembert de monsieur et le camembert de madame. Bon alors le camembert de Normandie, merci beaucoup Christelle pour votre accueil. Nous avons donc de belles idées maintenant pour votre plateau de fromage pour les fêtes de fin d'année. Notre émission est terminée, je vous souhaite donc de très belles fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous en 2022 pour découvrir de nouvelles communes. Merci à Fanny et Vincent pour la réalisation de toutes ces émissions et à très bientôt.